KGM continue de moderniser sa gamme de produits dérivés de SsangYong avec de nouveaux modèles. En voici un autre, l'Axiom, une élégante version SUV coupée du crossover de taille moyenne Taurus. C'est une voiture avec son propre style et sa propre personnalité, et sa motorisation hybride double technologie d'origine BYD vise à offrir des coûts d'utilisation similaires à ceux d'un diesel. De plus, tout l'espace et l'équipement souhaités sont inclus à ce prix. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving, Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Si vous cherchez un SUV de taille familiale, il se peut que ce que vous souhaitez idéalement, c'est une voiture qui ressemble à une voiture électrique, mais qui n'en est pas vraiment une. Si c'est le cas, le constructeur coréen KGM, ex-San SsangYong, espère que sa nouvelle génération de modèles hybrides pour ce segment pourrait vous intéresser. Il y en a deux, le pratique Taurus hybride et la voiture que nous examinons ici, l'Axiom hybride, un peu plus axé sur le style. L'Axiom est peut-être une voiture qui vous a échappé. Lancée début 2025 avec un moteur essence, 1,5 litres de technologie ancienne, elle ne s'est pas vraiment démarquée dans son segment. Mais dans cette version hybride, elle a bien plus de chances d'y parvenir. À première vue, l'Axiom n'est qu'une version coupée SUV élégante de la Taurus, mais la marque la présente comme un modèle phare distinct, même si, contrairement à la Taurus, elle n'est pas disponible en version 100% électrique. Le nom Axiom est censé être une combinaison de Activion et Act-On. Il a d'abord été utilisé par l'ancienne marque San SsangYong pour un modèle qui a duré 2 générations, de 2005 à 2018, et selon KGM, de façon plutôt controversée, il s'agissait du premier SUV coupé au monde. Les chiffres de vente visés pour ce nouvel Axiom seront modestes. Devriez-vous l'envisager? Eh bien, voyons cela de plus près. Pour en savoir plus sur ce SUV de taille moyenne, téléchargez l'application Car and Driving. Et si vous vous intéressez spécifiquement à cet Axiom hybride, il vous faudra rester avec nous pour notre essai unique, le test routier Car and Driving. Contrairement à son compagnon Taurus, l'Axiom n'existe pas en version électrique, mais cela pourrait changer car les deux modèles sont exactement les mêmes sous la carrosserie. La seule version de l'Axiom proposée ici est à traction avant et de type full hybride et utilise le même bloc essence électrique, 4 cylindres 1,5 litres turbo que la Taurus, développant 177 chevaux. Ce groupe motopropulseur est, à presque tous les égards, une énorme amélioration par rapport au bloc non électrifié 1,5 litres de 161 chevaux d'origine San SsangYong qui équipait à l'origine les premiers Axiom importés ici. Mais il y a l'inconvénient que l'hybride ne peut pas être configuré en transmission intégrale. Le moteur essence électrique à traction avant ici est assez complexe, mais chose inhabituelle pour un groupe motopropulseur hybride provenant de BYD comme celui-ci, vous ne pouvez pas le recharger sur secteur. Il fonctionne avec 2 moteurs électriques et une boîte automatique. EDHT à 6 vitesses qui développe un couple de 300 Nm. C'est 30 Nm de plus que l'ancienne Axiom à moteur conventionnel. Malgré cela, comparé à cette ancienne version non électrifiée, la capacité de remorquage freiné a diminué de 200 kg pour atteindre seulement 1,3 tonnes. Il y a tout de même beaucoup de choses à apprécier concernant cette motorisation hybride. Le groupe motopropulseur offre 9 modes de conduite intégrés, adaptés à divers scénarios, mais aucun n'est sélectionnable par le conducteur. À moins d'être en mode moteur thermique seul, qui préserve la charge de la batterie, la plupart de vos trajets en ville se feront sans l'aide du moteur à combustion. En fait, KGM affirme que l'Axiom hybride peut effectuer 95% de ses trajets urbains uniquement sur la batterie, et la conduite entièrement électrique en mode EV est possible jusqu'à 100 km/h. Le passage de 0 à 100 km/h prend 10,8 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 175 km/h. Et il y a des palettes au volant. Activation du système de freinage régénératif à 3 niveaux pour recharger les batteries pendant la conduite, ce qui se fera la plupart du temps en mode achevé. Cela combine la conduite électrique et à essence.
La suspension a été modifiée par rapport à la Taurus, mais la qualité de conduite n'est pas excellente et vous risquez toujours de ressentir fortement les dos d'âne et les nids de poule. Le raffinement a été plus efficace, le plaçant parmi les meilleurs de sa catégorie. Ceci est rendu possible grâce à des matériaux absorbant le sang et des coussinets en mousse intégrés au châssis, ainsi qu'à des seuils de porte en verre feuilleté et des pneus Michelin spéciaux à réduction de bruit. Comme pour les autres modèles KGM, il n'y a pas grand-chose à gagner à lancer cette voiture dans les virages, et le ressenti de la direction est limité. Mais la plupart des clients ne seront probablement pas dérangés par cela, ni par le roulis de caisse perceptible en virage. Comme beaucoup de voitures récentes, l'assistance au maintien de voie et l'avertissement de limitation de vitesse sont trop intrusifs, poussant à les désactiver rapidement via le menu raccourci. KGM pense à juste titre que cette voiture sera principalement achetée pour son apparence. Une grande partie du style s'inspire de sa campagne d'exposition Taurus. Mais avec 4740 mm de long, 1910 mm de large et 1680 mm de haut, elle est 35 mm plus longue, 20 mm plus large et 40 mm plus haute que cette voiture. Elle est grande même selon les standards de sa catégorie, par exemple 200 mm plus longue qu'une Kia Sportage. Le constructeur coréen veut positionner ce modèle comme un SUV coupé, d'où la silhouette fuyante accentuée par une ligne arrière sur le montant C et des éléments de design argentés sur la ligne de toit. La voiture repose sur de grandes jantes de 20 pouces. À l'avant, des feux de jour étroits encadrent une calandre fine intégrant des formes censées s'inspirer du drapeau coréen. Grande découpe au coin intègre de petits phares anti-brouillard et, comme sur la Taurus, des poignées de style SUV inutiles sont sur le capot. Dieu seul sait leur utilité. L'arrière, avec son lettrage Axiom espacé, sa vitre de haillons fortement inclinée, ses bandes de feu arrière étroites et son discret becquet de toit, ne ressemble à rien d'autre dans le segment et est assurément très différent de la Taurus. L'élément de style le plus inhabituel se trouve dans les panneaux réfléchissants verticaux de chaque côté, reliés par une bande noire qui s'étend vers l'arrière en direction de l'arche de roue arrière. Donc un look distinctif à l'extérieur. Et à bord, ça donne quoi? L'expérience à l'avant de l'habitacle est un peu plus orientée européenne que dans la Taurus. Et elle se passe des garnitures cuivrées assez controversées de ce modèle sœur, au profit d'un thème plus sombre avec de jolis éclairages d'ambiance. Malheureusement, la tendance des marques asiatiques à supprimer les boutons physiques au profit des menus tactiles se poursuit ici. On est assis assez haut et de façon dominante, et la main gauche tombe naturellement sur une grande console centrale flottante qui contient un sélecteur de vitesse façon cristal, une touche haut de gamme. Parmi divers autres éléments, dont une sellerie en cuir nappa noir, un grain façon fibre de carbone et une bande incrustée façon plaquage bois de niveau intermédiaire. En plus, des inserts type suédine sur les portes et un insert façon Alcantara sur le dessus de la boîte centrale. Comme on pouvait s'y attendre, ce n'est toujours pas suffisant pour que l'habitacle donne vraiment une impression haut de gamme. La large planche de bord fine accueille une paire d'écrans de 12,3 pouces, l'affichage des instruments, proposant plusieurs formats au choix. Le principal est clairement inspiré de la disposition BMW, avec soit l'audio, l'ordinateur de bord ou les graphiques d'assistance à la conduite séparant un indicateur de charge à gauche et un compteur de vitesse à droite, ou bien vous pouvez choisir l'affichage de la carte en plein écran. La tablette à effet bois au milieu de l'habitacle offre un endroit pour reposer votre main lorsque vous utilisez l'écran tactile. Et cet écran est assez simple à utiliser, même s'il est un peu lent et ses fonctions Apple CarPlay et Android Auto intégrées ne fonctionnent pas sans fil. Comme d'habitude avec les modèles KGM, il y a tout simplement beaucoup d'équipements de série, y compris des sièges chauffants et ventilés, un éclairage d'ambiance intérieure, un siège conducteur à réglage électrique et la sellerie en cuir que nous avons mentionnée. Il n'est pas immédiatement évident de savoir où se trouve le bouton de démarrage, qui est plutôt bien caché. Mais une fois que vous l'avez trouvé, vous êtes assis avec une vue large et dominante sur le capot carré, qui est curieusement encadré de chaque côté par ces poignées extérieures que nous avons mentionnées.
Des cadrans inférieurs pendent du volant chauffant, mais ce ne sont pas des cadrans. Il s'agit de boutons pour les favoris à gauche et le maintien automatique à droite. Il y a un peu trop de carillons au démarrage et à l'arrêt du moteur, du genre que les marques coréennes de plus grande diffusion ont appris que les clients européens n'aiment pas. Au moins, la ligne de toit fuyante ne gêne pas exagérément la visibilité vers l'arrière. Cela est aidé par une caméra 360 degrés de série, même si les graphismes ne sont pas très clairs. Et l'espace de rangement? Les bacs de porte sont petits, la boîte à gants paraît plus grande qu'elle ne l'est et les objets glissent dans le plateau central. Il y a un compartiment profond entre les sièges, des portes gobelets juste à côté du sélecteur de vitesse et un compartiment assez inutile au-dessus de la prise 12 volts et des deux ports USB-C sur la console centrale. KGM estime que le compartiment à lunettes de soleil au plafond et les pinces à tickets sur les pare-soleil sont inutiles. Jetons un coup d'œil à l'arrière. Malgré la ligne de toit inclinée vers l'arrière, il n'y a pas vraiment de problème de garde au toit pour les passagers arrière, qui profitent d'un espace aux jambes royales grâce à l'empattement généreux de 2680 mm. De plus, il y a un plancher plat et une banquette large, ce qui permettrait d'accueillir assez facilement un troisième adulte assis au centre si besoin. Les sièges arrière chauffants sont de série ici. Et une autre touche agréable réside dans la présence de commandes électriques coulissantes sur le côté du siège passager avant, de sorte que si ce siège n'est pas occupé, tout passager arrière assis derrière peut facilement avancer ce siège pour améliorer l'espace aux jambes. KGM propose également une fonction sommeil pour les sièges arrière, activée via l'écran central avant, qui permet à ceux à l'avant de couper les haut-parleurs arrière afin que les passagers à l'arrière puissent dormir plus facilement lors des longs trajets. L'arrière des dossiers des sièges avant intègre un cintre pour les vestes et les pochettes de siège, dispose d'une fente plus petite pour tenir un smartphone. Il y a aussi un compartiment central et des pare-soleil sur les vitres arrière. Mais la marque a négligé certains éléments plus importants. Vous pourriez espérer qu'il y aurait une banquette coulissante ou un dossier inclinable dans un SUV de taille moyenne comme celui-ci. Mais il n'y a rien de tout cela ici. Juste l'essentiel, un accoudoir rabattable avec des portes gobelets, deux ports USB-C, des lampes de lecture au plafond, des bacs de porte corrects et ses pochettes au dos des sièges. Et des points d'ancrage ISOFIX pour sièges enfants assez difficiles d'accès. Terminons comme d'habitude par un coup d'œil à l'arrière. Ce haillon électrique à ouverture par mouvement du pied est de série et il s'ouvre pour révéler un coffre assez grand, d'une capacité de 668 litres, soit seulement 35 litres de moins qu'un Taurus avec les sièges arrière en place. C'est un espace assez pratique, même si le rangement sous le plancher est assez limité. Il y a une prise 12 volts à gauche, ainsi que des bacs de rangement à gauche et à droite. Si vous avez deux passagers à l'arrière et que vous souhaitez transporter de longs objets comme des skis, ces objets devront aller sur le toit car KGM ne propose ni trappe à ski ni une banquette arrière rabattable en 40-20-40. Encore plus agaçant, il n'y a pas non plus de poignée de rabattement des sièges sur les parois latérales du coffre, donc pour aplatir les dossiers de la banquette arrière, ce qui libère 1568 litres d'espace. Vous devrez vous étirer jusqu'au loquet situé sur les épaules des sièges ou faire le tour de la voiture pour les actions. Un seul niveau de finition entièrement équipé est proposé aux clients de l'Axiom hybride, un K50. Dès son lancement, KGM en demandait 39 000 livres, ce qui n'est peut-être pas aussi abordable que vous l'auriez espéré, pour un SUV hybride de taille moyenne à moteur essence développant 177 chevaux dans ce segment. Pour vous donner une idée, le prix se situe entre celui d'un Kia Sportage hybride à partir de 35 000 livres et celui d'un Volkswagen Tiguan e-hybride à partir de 43 000 livres. Mais vous paieriez plus cher pour un Sportage avec un niveau de finition d'équipement comparable à cet Axiom. Et bien sûr, nettement plus cher pour un Tiguan e-hybride aux spécifications similaires. Alors, parlons de l'équipement, puisque c'est une des principales raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir cette voiture. Dans le pur style coréen, vous en avez vraiment beaucoup pour votre argent. Y compris de grandes jantes alliage de 20 pouces des phares et feux arrière à LED, l'accès sans clé, des rétroviseurs rabattables électriquement, un haillon motorisé avec ouverture par mouvement du pied, des vitres arrière surteintées et le régulateur de vitesse électronique.
À l'intérieur, il y a une sellerie en cuir et en suédine, un combiné d'instruments LCD de 12,3 pouces, un système de caméra à 360 degrés des sièges avant et arrière chauffants, une ventilation des sièges avant et un volant en cuir chauffant. La connectivité multimédia est assurée par un écran central de 12,3 pouces qui intègre la navigation TomTom, Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu'un système audio à 6 haut-parleurs. L'équipement de sécurité comprend le freinage d'urgence autonome, l'alerte de collision frontale, l'alerte de trafic transversal arrière, la détection des angles morts, l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte d'attention du conducteur, l'alerte de démarrage du véhicule précédent, l'assistance au maintien de voie, le contrôle de la stabilité de la remorque et un système de feu de route intelligent pour les phares. Il n'y a pas beaucoup d'options, mais vous voudrez sans doute ajouter l'attelage en option. Pour cet Axiom hybride, KGM annonce une consommation de 6,1 litres au 100 km en cycle mixte, ce qui n'a rien d'exceptionnel. Un Toyota RAV4 hybride peut régulièrement dépasser les 5 litres au 100 km et un Nissan Qashqai e-Power peut descendre sous les 4,5 litres au 100 km. Les émissions de CO2 de l'Axiom hybride ne sont guère plus remarquables, avec 138 grammes par kilomètre. La norme de la catégorie, pour un modèle comme le Kia Sportage hybride, serait d'environ 130 grammes par kilomètre. Mais des versions équivalentes chez tous les rivaux cités vous coûteraient bien plus cher. Au moins, les chiffres de consommation de cette Axiom essence électrique représentent un grand pas en avant par rapport à l'ancienne Axiom essence classique, qui ne pouvait atteindre qu'un médiocre 8,5 litres au 100 km et 104 grammes par kilomètre. Comme d'habitude avec la marque, le meilleur atout est peut-être la tranquillité d'esprit offerte de série avec cette voiture, grâce à la garantie impressionnante de KGM de 5 ans ou 160 000 km. La garantie peinture et anti-corrosion de KGM couvre la voiture respectivement pendant 3 ans et 6 ans, quel que soit le kilométrage. Tout défaut de peinture causé lors du processus de fabrication sera réparé par un atelier agréé KGM à tout moment pendant ces 3 ans, et toute corrosion sera réparée jusqu'à 6 ans. L'entretien est nécessaire chaque année ou tous les 16 000 km avec une première visite au garage à 10 000 km. La valeur résiduelle après 3 ans et 58 000 km devrait être d'environ 45%. Le groupe d'assurance est 24A, pour une raison quelconque bien en dessous du 35D appliqué à l'équivalent Taurus hybride. Le fait que vous envisagiez cette voiture montre que vous êtes prêt à aller au-delà des concurrents évidents et à considérer autre chose. Et si c'est votre cas, vous pourriez découvrir qu'il y a beaucoup de choses à apprécier sur l'Axiom, principalement son allure élégante mais aussi son raffinement et l'espace généreux aux places arrière ainsi qu'au coffre. Vous bénéficiez aussi de beaucoup d'équipements, même si cela serait plus remarquable si KGM proposait cette voiture à un prix plus abordable. En l'état, l'Axiom trouvera un petit groupe d'acheteurs, certes restreint mais peut-être fidèles, qui recherchent quelque chose de résolument différent. Il est vrai que la dynamique de conduite n'est pas particulièrement engageante, mais peu de concurrents dans ce secteur peuvent offrir cela. Plus important encore, certains concurrents hybrides de la même catégorie sont nettement plus propres et plus économiques. Mais si vous les choisissez avec le même niveau de finition haut de gamme que celui proposé ici, vous paierez beaucoup plus cher. Si vous ne pouvez pas justifier ce supplément, vous pourriez finalement justifier l'achat de ce modèle.